Hello tout le monde, ravi de vous retrouver dans On se dit tout. C'est déjà l'avant-dernière émission de la saison. De nouveau, on a Pascal, mon fidèle observateur du foot liégeois, l'œil de lynx. Pascal, comment ça va? Bonsoir Stéphane, tout va bien. Et toi? La forme, je vois que tu es aux couleurs de l'émission. Absolument, adapté. Très beau suite. Est-ce qu'on peut se le procurer dans le commerce? Pas encore, non. On va peut-être le faire, il y a beaucoup de fans pour le moment. Voilà pour la boutique d'Onstitou, ce sera peut-être pour bientôt. Alors aujourd'hui, Pascal, on reçoit de nouveau un invité, un fameux invité, je ne sais pas par où commencer. Il est multifacette, à la fois ancien joueur de foot, à la fois journaliste, consultant, auteur, musicien, et j'en passe, on ne sait pas tout évidemment. Fred Wassège, bonsoir. Salut. Pascal, Fred. Tu le connais bien. C'est mon consultant préféré. Il ne sait pas encore, mais voilà, je lui déclare ma flamme ce soir. Consultant préféré des Belges aussi en 2019, je pense. Hein. Ouais, c'est possible. Il y a eu un titre... Mais venant de l'œil de lynx, ça me touche encore plus particulièrement. Franchement, il fait vibrer les gens. Il est pertinent, il est subtil dans ses réflexions. C'est ce qu'on attend finalement de personnalités comme ça à la télévision. Ça manque un peu dans le paysage belge, si je peux me permettre. Et on peut lancer tout de suite la première partie. Donc dans notre tactique, on commence par l'arrière, la défense. Ça nous permet d'aller un petit peu dans les souvenirs. Et là, on va parler des tout débuts. Fred, la passion du foot chez toi, ça vient comment? Bon, évidemment, il y a ce papa, coach, Robert Wassège. Je pense que c'est pas vraiment une passion, c'est une évidence, quoi. Voilà. J'ai l'impression que dès que ma mère a été enceinte, j'étais contaminé par le foot, quoi. Donc, c'était une évidence, voilà. Évidemment avec la famille, évidemment parce que je suis né à Saint-Ouen-le-Burge, à 2 km du stade de Recours. À l'époque, vous n'étiez pas nés ni l'un ni l'autre, mais après l'école, on faisait les devoirs, on allait jouer au foot à la Citadelle. Il n'y avait pas enfin, si, il y avait la télé, mais il n'y avait pas de jeux vidéo et tout ça, donc voilà. Et la finalité, quand tu habites à Saint-Ouen-le-Burge, tu vas t'inscrire au FC Liège, et donc c'est parti, quoi, voilà. Et là, tu fais tes classes chez les jeunes à partir de 6 ans. 6 ans, ouais. Donc normalement, c'était 8 ans, mais moi, j'ai pu m'entraîner dès l'âge de 6 ans, et je suis resté jusqu'à mes 26 ans. Et puis après, je suis parti ailleurs, quoi. On peut voir, voilà, quelques images de toi tout jeune, tout gamin. Incroyable. Bon, là, c'est pas encore sur le terrain de foot, voilà. Ah oui. Avec les couleurs sang et marine, évidemment. Rayé. Avec le terrain qui avait plus un poil d'air dès le mois de septembre, soit par autre chose. Là, on est aux portes de l'équipe première déjà. Ouais. L'équipe première, oui, du RFC Liège. Le coach s'appelle Robert Wassège. À ce moment-là, on est en 1983. Ah ouais. Oui. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, on va peut-être tout de suite voir un reportage d'époque de 1987. Et ça nous vient de la RTBF. Frédéric, 22 ans, avant de se tourner vers le football professionnel, il a tâté de journalisme sportif. Pour Robert Wassège, l'entraîneur, le footballeur Frédéric Wassège ne jouit d'aucun privilège. C'est un joueur comme les autres, même lorsqu'il marque un but, comme dimanche dernier au Racing Jet. Si le vrai sentiment devait jouer, je crois que ça serait plutôt à son désavantage, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper facilement à l'avantage de votre propre fils. D'ailleurs, si ça arrivait... je pense que certains se chargeraient de me le rappeler rapidement. Oui, mais peut-être, à force de vouloir être trop objectif, n'êtes-vous pas subjectif dans l'autre sens, c'est-à-dire trop sévère pour lui? Peut-être, c'est la crainte que j'ai, parce que parfois je pense que dans le doute, je donnerais plutôt la préférence à un autre joueur. Et finalement, dans mon souci d'être le plus juste possible, c'est peut-être au détriment de mon propre fils, effectivement. Bon voilà, on a reconnu la légendaire voix de Roger Laboureur aussi qui interviewait donc ton papa Fred. Il était comment ton papa coach ton coach finalement avec toi? Avec moi. Ouais. Il essayait d'être comme il l'a dit. Mais bon, moi j'étais peinard à Liège, il est venu un peu m'emmerder quoi en débarquant. Moi j'avais fait toutes mes classes, chaque année je passais. Et puis j'arrive, et puis lui il arrive et la première chose qu'il me dit c'est dégage quoi. Parce que tu vas ramasser. Bon, il avait raison, mais moi j'ai dit, moi je suis là depuis l'âge de 6 ans, là j'atteins une forme de rêve, quoi. Être en équipe première, donc je vais tenter le coup. Voilà. Il avait raison, j'ai ramassé, mais après ça valait la peine. Sinon, il était comment?
Ben, il était, il faut croire, pas trop mauvais, puisqu'on a eu la chance de vivre 4-5 saisons absolument exceptionnelles. Donc c'était bon enfant, mais c'était très pertinent, tactiquement, et bon enfant, mais dès que tu déconnais, boum, il te remettait en place, et ça a donné notre génération, on était vraiment comme des... Ouais, très soudés. Très unis. Moi, je disais toujours, pendant les 90 minutes du match, moi, je leur disais, on a tous le même nom de famille, quoi. Le FC Liège, quoi. Et c'était la grosse particularité de notre époque, c'est qu'on n'était pas les meilleurs, mais on a fait des résultats au-delà des attentes. Ouais, ça a donné de belles épopées, notamment en Coupe d'Europe. Vous éliminez Benfica à un moment donné. Là-bas, ouais. Et puis des titres quand même. Hein. Il y a une finale en 87 de Coupe de Belgique, et puis le dernier titre de Liège jusqu'à aujourd'hui, on va dire trophée. Ouais, trophée. La Coupe de Belgique. 1990. Magnifique. Ouais. Grand souvenir, très grand souvenir. Mais en réalité, moi j'ai connu l'envers des cartes, puisque j'étais un petit peu quand même joueur à cette époque-là aussi. Et Fred a toujours été un joueur avec un cœur énorme sur le terrain. Et je pense que le papa, entraîneur, il a vite perçu quand même, parce que ça faisait partie justement d'une des forces de cette équipe, c'est de travailler l'un pour l'autre, d'avoir cette extrême mentalité collective qu'on rencontre un peu moins maintenant dans le foot moderne. Et Robert, que j'ai connu, qui est probablement un des meilleurs entraîneurs que la Belgique ait connu, était quand même très très dur avec ses joueurs, mais en même temps un papa aussi. Et donc là, je pense que la symbiose qu'il y a eu entre le coach et cette équipe a donné des résultats incroyables. Pour un club qui était un club, je veux dire, moyenne envergure sur le plan financier. Ce n'était pas le club le plus riche à l'époque, hein, loin de là. Fred, on te sait aussi grand fan de foot anglais, mais j'ai beau chercher dans les clubs pour qui tu as joué, il n'y a pas de transfert en Angleterre. Pas assez bon, hein, pas assez fort. Hein. Il n'y a même pas eu des touches. Si. Une fois, il y a un mec qui est venu, mais il est venu nous voir le jour qu'on joue en Coupe d'Europe contre un club luxembourgeois. Où on avait gagné 1-6 à l'aller. Ouais. Donc tu vois, il y a meilleures circonstances que pour jouer. C'est très bizarre qu'il soit venu, en sachant ça. Et donc voilà, ça n'a pas été très loin. Et puis moi, j'étais con, parce que moi, j'avais dit à l'agent, là, c'est où hein? C'était un club de Birmingham. Je dis, ouais, mais moi, j'aimerais bien aller à Londres, parce que je pensais déjà à concert, au Cameroun. Quel crétin, quoi. Parce que Birmingham, c'est le deuxième ville d'Angleterre, ça aurait été génial, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça que ça devait être comme ça. On va dire que tu t'es rattrapé par après, et on va tout de suite constater ça dans la deuxième partie de l'émission. Le milieu du jeu, on en profite pour parler du présent, de ce que tu fais, je vais dire aujourd'hui, mais en général depuis déjà quelques années, et notamment ta fonction de consultant foot, de journaliste pour Vous Sport, et tu es vraiment au plus près des terrains de la Première Ligue. Oui. Eh bien, je te propose, pour nous mettre dans l'ambiance tous ensemble, d'écouter une de tes interviews les plus magiques. On dirait un enfant, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Mais je suis comme un gosse, Et cette médaille-là, elle est spéciale. Tiens. Merci. Hey, Vince, merci beaucoup, moi je vous laisse, ciao. Allez, dis-moi. Je suis comme un gosse, je suis super content, je peux pas expliquer, je peux pas expliquer vraiment. C'est 33 ans, ça fait 16 ans que je suis dans ce métier-là. Et je peux vous dire, je suis comme un enfant, tellement content, tellement fier de cette équipe, tellement fier de ce qu'on a accompli. Vraiment content. Pourquoi? Parce que ça a été peut-être le plus dur. Coup de chapeau aussi, vous avez dû être très très fort, parce que derrière, il y a un club très très fort. On a dû gagner 14 matchs d'affilée. Je ne sais pas si les gens réalisent 14 matchs d'affilée pour gagner ce titre. On a joué contre la meilleure équipe de tous les temps, Liverpool. Après nous, bien sûr. Allez Vince, en direct, dites-le que vous nous la donnez. Voilà, non, je la donne pas, mais qu'est-ce que je l'aime. Merci beaucoup Vince, merci. Bien essayé Fred. Hein. Génial. Ah mais j'ai rien demandé, il l'a fait spontanément.
Alors, pour remettre dans le contexte, évidemment, c'était cette lutte pour le titre en 2019 entre City et Liverpool. City, donc, au dernier match là, à Brighton, qui est sacré champion avec 1 point d'avance. C'était de la folie, cette saison-là. Oui, en plus, Brighton, très belle ville. Et il y avait un festival ce week-end-là, donc je suis parti 2 jours plus tôt. Il y avait 700 concerts dans la ville en 3 jours. Enfin, ça, c'est pour l'anecdote. Mais vous voyez, ça, c'est le résumé de la Belgique. Il faut que vous sachiez que derrière moi, donc ce que vous ne voyez pas, il y a à peu près 20-25 journalistes qui attendent pour peut-être faire l'interview de compagnie, de tous les pays du monde. Et vous sortez d'une interview, ils voient tout ça, hein, ils regardent. Et puis les collègues de Canal+, ils disent, mais vous les Belges, vous êtes fous. Comment ça se fait que Vincent Kompany te donne sa médaille? Ils ne comprennent pas. Eh ben, nous, cette génération était exceptionnelle. Nous, on a eu un luxe de pouvoir interviewer Kompany, Hazard, De Bruyne. Tous ces mecs sont cool, sympas. Quand ils vous voient arriver, ils vous reconnaissent. Et s'il y a des discussions avec les agents de presse des clubs qui ne sont pas toujours très sympathiques, ils essayent d'arranger les choses. Donc c'est sympa que vous montriez ça parce que c'est le résumé. On a eu une chance. Non seulement cette génération, c'était des formidables joueurs de classe mondiale, mais c'était des hommes aussi formidables. Allez, en passant comme ça dans l'actu, Kompany, coach du Bayern de Munich, qu'est-ce que tu en penses? Surprenant. Très, très surprenant. Et en même temps, je pense que le Bayern a besoin d'une identité de jeu. Et je pense que Kompany, il y a une vraie signature dans son jeu, on sait ce qu'il veut. Il l'a fait avec des joueurs moyens à Burnley, moyens entre guillemets, hein, pour la Première Ligue. Et là, il va le faire avec des joueurs de très haut niveau, donc pourquoi pas? Voilà. Bon, il n'est pas le premier choix, tout le monde le sait, il est le 4e ou 5e choix. Mais je suis très surpris que le Bayern ait pensé à lui. Maintenant, ça aussi, c'est le résultat de quoi? De la classe qu'il avait comme joueur, de la classe qu'il avait comme homme. Il a joué en Allemagne, il parle déjà pas mal, très bien la langue. Hein. Il avait joué à Hambourg notamment. Ouais. Donc, tu vois, tu n'as rien pour... Il mérite aussi, quoi, je sais pas. Filière Guardiola, quelque part. Oui, voilà, ça joue aussi. Ça joue aussi. Ouais. Maintenant, à voir. Alors, si vous voulez bien, passons tout de suite à une interview Amour Foot. C'est une interview que j'ai l'habitude de faire avec des joueurs du RFC Liège dans l'émission Allons Liège. Mais on va faire une version Première Ligue. Pascal, première question. Le plus chouette stade anglais pour commenter un match? Tu parles le stade ou l'ambiance? Les deux, ça peut aller avec. Moi, je me suis bien marié à Newcastle, 1er janvier avec Philippe Albert. Alors, deuxième chose qu'on voudrait savoir, ton maillot iconique de Première Ligue préféré, qui a une signification. Ah, de Première Ligue. Eh bien, écoute, incroyable, mais quand j'étais tout petit, on m'a offert pour mon anniversaire un maillot de Coventry. Ah oui. Bleu ciel avec des lignes comme ça, c'était Admiral, et ça m'a marqué. Je ne sais plus le mettre, malheureusement. Ton joueur préféré de tous les temps en Angleterre, ça c'est une question difficile. Hein? Voilà, c'est très... Parce que j'en ai vu passer des... Ouais, des stars. Quand j'étais petit, il y avait Kennedy. Ray Kennedy à Liverpool. À l'époque où vous n'étiez pas né non plus, on voyait un match par mois à la télévision. Hein. Tu te rappelles, en Coupe d'Europe, donc on voyait Saint-Étienne, Liverpool, et voilà. Sinon, j'ai eu la chance de commenter souvent Man United avec Wayne Rooney. Et notamment, je parle de ça parce que se retourner devant Vincent Kompany en derby à la fin du match pour gagner. Et j'avais la chance d'être en tribune. Et c'est une des rares, je crois que c'est la seule fois de ma vie où il y a un but et je me lève. En plein direct, tellement c'est beau, tu te lèves et t'es emporté, tu vois. Et donc je me souviens, Wayne Rooney est un symbole de ce qu'est l'Angleterre, de ce que peut être le football anglais. C'est-à-dire un gars qui a un don, techniquement, et qui n'arrête jamais de courir, qui mourrait pour son maillot, tu vois. Ça aussi, c'est peut-être un petit peu passé. Mais j'aurais pu vous citer 75 autres joueurs. Mais voilà, j'ai ce souvenir en tête, donc on va dire Wayne Rooney. Ton coach préféré, là, en Angleterre? Bah, évidemment, Mister Ranieri. Ah oui. Bah, tout ce qu'il a fait... Je sais que ça peut vous surprendre, c'est sûrement pas le meilleur, mais ce qu'il a fait avec Leicester, c'est un bienfaiteur de l'humanité, quoi. Se dire que c'est encore possible, non? Ouais. Dans ce football, le pognon qui est devenu de la géopolitique, de la politique, que les gouvernements disent aux clubs, attention, vous devez vous laisser acheter par ce pays-là parce qu'on va leur vendre des armes et tout ça. Tu vois, quand ça devient un truc qui dépasse complètement le cadre footballistique, tu as ce mec, Claudio Ranieri, formidable. Ok, allez, on avance avec de nouveau la passion du foot, mais avec des plus petits qui ont eu l'occasion de participer à un festi-foot. Thomas Mikils et Lucas Principe étaient sur place. Ça se passait à Sclessin, au Standard, à la mi-temps d'un match contre Saint-Tron, fin avril. Découvrons ça tout de suite.
Ils ont 6 ans ou moins. Ils observent avant d'appliquer. Dans quelques minutes, ils vont fouler pour la première fois la pelouse d'un terrain de première division. J'ai hâte de monter sur le terrain, moi. Je me réjouis. Je suis stressée. Ça me fait de la joie. Le coup de sifflet de la mi-temps est donné. Les jeunes envahissent le terrain sous les encouragements des supporters. Place à l'activité du jour, le festi-foot. C'est une alternance de petits matchs et de défis ludiques puisqu'on est en présence d'enfants qui débutent le football avec des enfants de 4 ans, des enfants de 5 ans. Et donc les enfants ont l'occasion soit d'être performants avec le ballon lors des petits matchs à 2 contre 2 ou lors des défis ludiques où le fun est en fait le moteur de ce défi ludique. De l'amusement avant la compétition et la pression des matchs, une manière de ne pas brûler les étapes. C'est vraiment la base de la formation. Et plus l'enfant va jouer avec le ballon, parce que là, dans ce festi-foot, il touche tout le temps le ballon. Avant, quand on faisait des matchs 5 contre 5, il y en a parfois un qui se distinguait. Le but, c'est que tous les enfants prennent du plaisir, touchent le ballon le plus souvent possible. Et je pense qu'en faisant ça, la technique sera meilleure plus tard. Et la méthode semble fonctionner. Les clubs étrangers s'en inspirent. La CFF, donc la partie francophone belge, a montré l'exemple à ses homologues néerlandophones, mais aussi des pays comme le Danemark et l'Autriche sont venus constater les bienfaits du festi-foot, de ces éléments pédagogiques, et aujourd'hui, effectivement, c'est copié de par l'Europe. Même si l'activité n'a duré que 10 minutes, nul doute qu'elle aura retenu l'attention du Standard et de son dirigeant, toujours à la recherche de nouvelles pépites. C'est la magie du foot, ça, Pascal, pouvoir... Magnifique. Transmettre tout ça aux jeunes générations pour leur donner goût à ce fabuleux sport. Notre formation, moi je pense, est vraiment optimale. Après, les festi-foot, c'est pas encore tout à fait connu du grand public. Le 5 contre 5, c'est un peu comme ça aussi. Et je pense que quand les clubs respectent ce plan de formation, on va encore sortir des très très bons joueurs. Donc il faut être très positif par rapport à ces événements-là, en effet. Fred, on était au Standard. Bon, en ce moment, le Standard, c'est la galère. Ton avis, si tu dois dire un truc par rapport à cette situation qui part un peu dans tous les sens. Ils s'en sortiront, quoi qu'il arrive, quel que soit le temps que ça prendra. Je veux dire, avec la base qu'il y a. La dernière chose qui a beaucoup de valeur au Standard, ce sont ses supporters, parce qu'ils sont là depuis toujours. Et c'est une vraie plus-value. Donc ça prendra peut-être du temps, mais je ne tracasse pas trop. Et puis j'ai envie de dire que je vous parlais... que le football, voilà, la première division belge sur le Standard n'a pas la même valeur. Donc, pourquoi est-ce que malgré que l'avis du gars qui fait les licences était négatif, la Pro League avait quand même dit « Ok, on vous donne votre licence ». Pourquoi, à ton avis? Alors qu'on leur dit non. Parce qu'ils savent très bien que les droits télé sur le Standard, c'est beaucoup moins, donc ça rapporte moins. Donc il y a tous ces facteurs-là qui vont jouer. Maintenant, ils partent de très loin, parce qu'il faut dire la gestion, c'est un peu catastrophique. Je veux dire, quand vous voyez ce que ce noyau-là coûte par rapport à ce qu'il peut donner, je crois qu'il y avait moyen de faire des meilleurs choix. Maintenant, le Standard a été victime de la gangrène du football, pas belge, pas liégeois, mondial. C'est la collusion entre des dirigeants, des agents et tout ça, des directeurs techniques, tout ça. C'est une catastrophe. Voilà. Ce club, il va survivre. Il a vécu déjà beaucoup de choses, beaucoup de scandales. Et là, je pense qu'ils vont s'en sortir. Cette période me fait penser à la pré-corruption, on s'en souvient, à l'époque. Watoske. Le Standard avait misé sur ces jeunes, avait reconstruit un petit peu tout son organigramme. Ils doivent le faire maintenant. Et retenir les sons. Quand vous voyez les joueurs qu'il y a, est-ce qu'ils coûtent? Je suis certain, tu le sais mieux que moi, qu'il y a des jeunes là-bas au Standard. Absolument. Je pense qu'il y a une bonne formation là, non? En Belgique, je pense qu'en Belgique, on a une très bonne formation, au Standard notamment. Et donc, non, revenir un peu aux valeurs, non? On a vu les gamins là. Pourquoi est-ce qu'on aime le foot, toujours le foot, alors qu'on pourrait être dégoûté? C'est pour ça, les sourires, voilà, le football c'est une merveille. Mais voilà, quand on n'a pas d'argent, on a des idées, ou pas de pétrole, nous on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Redonnons un petit peu la place aux jeunes, puisque de toute façon les résultats, ils sont pas terribles. Exactement. Donc, ouais, tout ça c'est le moment de le faire. Doit faire réfléchir les dirigeants pour prendre des meilleures décisions à l'avenir. Alors, nous, la meilleure décision, c'est de passer un peu plus haut dans le terrain, vers la 3e partie. L'attaque, Fred, ici, tu t'en doutes, on va vers l'avant, on va vers d'abord peut-être le haut niveau du foot,
prochain grand rendez-vous international, je ne dois pas de l'apprendre. C'est dans quelques semaines, l'Euro 2024, auquel participeront nos Diables Rouges. Depuis peu, on connaît la composition de la sélection, du moins 25 noms choisis par Tedesco. Parmi ceux-ci, il y a Axel Witsel, un Liégeois qui est de retour. Bonne idée ? Comment vous expliquer? Oui et non. Oui, parce que j'adore ce joueur. Je l'ai défendu du premier au dernier jour, ce qui n'a pas toujours été le cas de tout le monde dans le milieu du football belge. Et donc, footballistiquement, oui. Maintenant, d'un autre côté, tu as une génération qui est partie, tu prépares la suivante. Et je crois que la meilleure façon de la préparer, en sachant que tu as peu de chances de gagner la compétition, c'est directement mettre les jeunes dans le bain, leur faire avoir du temps de jeu. Mais vu le contexte, les blessures et tout ça, évidemment que c'est une très bonne nouvelle, parce que ce mec est fiable. Moi, je vais vous surprendre, mais moi, je trouve que notre problème majeur, c'est au milieu de terrain, c'est pas en défense. Soit, ce n'est que mon avis. Parce qu'avec un bon milieu de terrain, avec un Witsel là, les défenseurs sont beaucoup moins sollicités. Peu importe. Mais ce mec est fiable, et ce mec, qu'il joue 1 minute ou 100% de temps de jeu, il va t'apporter quelque chose dans le vestiaire et tout ça pour son vécu. Parce que c'est un mec qui a une bonne mentalité. Donc, ouais, c'est positif, évidemment. C'est un apport pour les jeunes incontestable dans la mentalité, comme Fred le dit. Et puis son expérience va pouvoir aider parfois dans certaines rencontres. Quel est ton prono pour les Diables à l'Euro ? Ils ne passent pas le premier tour, ils ne passent pas la phase de groupe. Non. Bon, on arrête tout. Je sais pas, moi je déteste les pronostics. Moi, je trouve qu'on a on a des bons joueurs, on a une bonne génération. On n'est pas du tout favori, mais on peut être un outsider très très intéressant. Vous savez, le football, c'est pas que des noms, c'est aussi, il faut que les étoiles soient bien alignées. Voilà, il y a des facteurs, on ne sait pas d'où ça vient. Tu as des générations, rappelez-vous le Danemark, qui arrive à la dernière minute et qui gagne. Voilà. Donc, voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a une bonne génération et qu'on peut faire de très grandes choses. Maintenant, il y a du lourd à côté. Oui, on demande à voir évidemment contre les grandes équipes qui sont attendues là à cet Euro. Et cet Euro, on en a parlé dernièrement avec quelques icônes du foot mondial. Vous le savez peut-être, des Del Piero, Davids, même d'anciens Diables étaient de passage à Liège pour un match de gala, un match caritatif, la Circus Cup. Nous y étions aussi et nous leur avons tendu le micro pour en savoir plus sur ce qu'ils imaginent pendant cet Euro. Les ambitions pour les Diables au niveau de l'Euro, tu as vu la sélection, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, il y a un mix d'expérience et de jeunesse. La fougue, maintenant c'est à eux d'aller là-bas, de tout donner et que le meilleur gagne. Il faut viser quoi? Le dernier carré, comme on a fait la Coupe du Monde en 2018, comme on a fait en 2014. Voilà, en 2014 on a fait quart de finale, mais voilà, il faut tout donner. Over EK, wie is je favoriet? Dat is een moeilijke. Nederland. Nee. Nederland dat is een outsider, denk ik. Ik denk dat Nederland wel het goed kan doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel landen die sterk zijn. En het is altijd moeilijk om daar één van te kiezen. Als je kijkt naar het talent, dan kun je België ook daarbij zetten. Die goede spelers hebben. Als je kijkt naar Engeland, als je kijkt naar Frankrijk natuurlijk. Dat zijn er al een paar. Duitsland is er altijd bij natuurlijk. Die zijn ook altijd sterk. Dus vooraf is het altijd heel moeilijk te voorspellen van welke ploeg het gaat doen. Een stukje mentaliteit komt er ook bij kijken. Een toernooivoetbal is anders dan seizoenvoetbal. In de manier van voorbereiden op. En een bepaalde wilskracht is er voor nodig, ook samen met het talent om uiteindelijk die beker te winnen. Dus het wordt spannend, wordt leuk denk ik. Dus, maar hopelijk gaat Nederland het goed doen. Voilà, des avis divers et variés. On verra bien à partir du 14 juin ce qu'il adviendra évidemment et du 17 juin pour le début des Diables contre la Slovaquie. Passons à présent à quelque chose qu'on adore dans le foot, je pense, tout le monde est d'accord, les buts. C'est clair. L'essence même du truc. Pas mal, hein, la deuxième provinciale, là, ce dernier but, Fred. Mais le plus beau, c'est Justine. Là, hein. Ah, Justine Blas. Le toucher de balle, féminin. techniquement, c'est formidable. Et souvent, il y a
Il y a encore la pureté, on retrouve ça encore chez les dames, chez le football féminin, cette pureté. Bon, il y a moins de physique, moins d'engagement, donc on peut mieux s'exprimer. Ouais. C'est pour ça que c'est tellement agréable, le jeu du football féminin est tellement agréable encore à regarder. C'est pas encore vicié un peu comme les hommes. On entre dans les prolongations de cette émission, Fred et Pascal. Donc, je vous propose d'aller toujours vers l'avant, dans l'attaque, mais d'aller tellement loin en avant qu'on dépasse le foot. D'accord. Et on va écouter ce qui suit, et même regarder. Voilà Fred, batteur des Clark Gambles, ton groupe, explique-nous un peu le concept. Le Clark Gables, c'est 4 potes qui jouent, qui font un cover, pop rock. Et ça fait 10 ans et on joue beaucoup, on joue souvent, on s'amuse. Répertoire pop rock, quelques groupes comme ça que vous reprenez. Oui, les Stones, les Beatles, Depeche Mode, Lenny Kravitz, Rage Against the Machine, les Beastie Boys. Hendrix joue avec des super musiciens, un super chanteur. Et apparemment, souvent on retourne jouer où on a déjà été, tu vois, et on va jouer pas mal. C'est de nouveau cet été. C'est de nouveau du pur plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est de nouveau un échange. À mon avis, c'est psychanalytique, psychologique, psychanalytique, je ne sais pas comment on dit. Tu vois, de nouveau, c'est ressentir comme quand tu es sur un terrain, tu as le public, et là, tu es sur une scène, tu as le public. Les émotions, le partage. Ouais, c'est vraiment. Mais c'est aussi le partage collectif sur la scène, comme dans une équipe, et avec les gens. Et on n'arrête pas. Prochaine date de concert, c'est quand ? Le prochain, c'est le 5 au Val-Benoît, et puis le 7 à Anse, devant le Petit Assaut. Et on joue au 15 août, sur le grand podium, place Delcourt. Donc ça va être entre 200 et 300 000 personnes qui vont nous... quand même. Au moins. Donc, non, mais plus il y a du monde, plus c'est génial. Mais j'en oublie, mais voilà. Mais le 15 août, ça risque d'être chaud boulette. Ouais, c'est bien. C'est bien. De Clark Gables, le groupe de Fred Wassège. Retenez bien ça. Pascal, voilà, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir été une fois de plus notre super consultant moment, parmi les consultants. Un consultant remarquable. Fred, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir dit tout ça. Dans On se dit tout, il n'y a pas de langue de bois ici. Écoutez, de toute façon, moi, il ne faut pas m'inviter. Faut changer d'invité. Non, mais c'était chouette, votre travail de recherche, là, les photos quand j'étais petit et tout ça. Pour conclure cette émission, peut-être tu pourrais nous suggérer une chanson. Il y en a 10 000, mais bon, la dernière qu'on a ajoutée à notre répertoire, c'est Éteins la lumière d'Axel Bauer. Je ne connais pas. Avec un riff de guitare. Rock'n'roll à mort, donc ça c'est très bien pour clôturer l'émission. Ah oui, État de la lumière, voilà. Et juste avant d'État de la lumière, pendant qu'on écoute déjà la chanson, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe derrière. On se dit tout. On se retrouve pour la dernière déjà de la saison dans quelques semaines. À bientôt. Éteins la lumière, montre-moi ton